Il y a le sergent instructeur Chardiz, qui n'était mu que par l'orgueil. Il y a Pixis, qui accepte parfois de ne rien faire et de subir s'il s'agit du bien-être du plus grand nombre. Il y a Zackley, qui fait preuve de créativité. Et il y a Zik, qui est devenu presque le gourou d'une secte qui s'est emparée de l'île du paradis, rôle dans lequel Eren l'a ensuite rejoint. Dans chaque exemple proposé, la figure d'autorité présente un défaut flagrant qui l'empêche d'atteindre l'idéal du guide. L'hybris, la trop grande tempérance, le fanatisme ou la dégueulasserie. Erwin, comme nous l'avons vu dans notre précédente vidéo, condensait toutes les qualités du leader parfait. Charismatique, intelligent stratège, doublé d'un culot monstrueux qui lui permettait de lancer les assauts les plus audacieux, il avait réussi à rendre l'humanité fière et vaillante. Ces travers psychologiques, ces profonds remords, il n'y a que Levi et éventuellement Nile qui en avaient conscience. Sinon, pour ses plus proches amis, comme pour tous les habitants du mur, il était celui qui devait libérer l'humanité du joug des titans. Et là, patatrek, il meurt. Enzi lui succède au pire moment possible alors que de derniers humains persécutés, les Eldiens, deviennent tout à coup les bourreaux du reste du monde. Et alors qu'Eren, mise en contact avec les souvenirs de son père, devient complètement maboule. À partir de là, l'île du paradis, dont on nous a répété qu'elle traînait 100 ans de retard par rapport au reste du monde, subit et enchaîne les déconvenus. Trahison d'Eren, trahison de Sik, attaque sur Revelio, corruption de l'armée, prise du pouvoir de la faction Jaeger et attaque surprise de Mar bien plus tôt que prévu. Bref, c'est un grand fracas et d'aucuns auraient tendance à dire si Erwin avait survécu, rien de tout ça ne serait passé. Faisant presque retomber l'intégralité de la faute non pas sur les premiers responsables mais sur Enzi. Tenez-vous bien, certains sont même allés jusqu'à la traiter de fasciste, sous prétexte qu'elle aurait enfermé Eren et ses alliés après l'attaque de Revelio et qu'elle ne délivrait pas toutes les informations à la presse. Lol, appeler une personne aussi gentille, aimante et attentive aux autres fasciste parce que les militaires ont enfermé un type qui a décidé seul d'attaquer des civils, c'est comme appeler Kira un justicier. Quant à la rétention d'informations, qui est une critique beaucoup plus recevable, c'est vrai que de la part d'une armée qui prétendait, d'après Pixis, ne rien cacher aux civils, c'est très malvenu. Mais ce n'est pas de la part d'Annecy, puisqu'elle renvoie les journalistes aux brigades spéciales, sur lesquelles elle n'a pourtant aucune autorité. Donc on peut en conclure que la rétention d'informations semble davantage imputable à un plus haut gradé, comme Dégueulassman. C'est vrai que quand on aime énormément Erwin, on n'a toujours pas digéré sa disparition, Angie semble toute désignée pour passer ses nerfs, pour rappeler à quel point lui était extraordinaire et inatteignable, et à l'inverse, quand on préfère Angie, agacé par ses comparaisons constantes, on va rabaisser Erwin. Rappeler que sa technique préférée était de foncer dans le tas en gueulant et que le coût des humains de ses expéditions était énorme, tout ça qui faisait pour des intentions purement égoïstes. Et vous le sentez bien, il est né dans la fandom un antagonisme de ces deux personnages purement subjectifs et qui ne correspond pas du tout à ce qu'on voit dans le manga. Comparer Angie et Erwin pour dire qui est le meilleur majeur, c'est oublier les contextes différents, ainsi que la relation d'inspiration mutuelle et d'entraide qui existe entre eux. Une relation plus discrète, mais pourtant forte, efficace et chargée de sens. Cette vidéo aura donc pour objectif de casser le faux affrontement né au sein de la fandom et d'étudier la relation entre les deux majors du bataillon d'exploration. La comparaison pragmatique, ça veut dire qu'on essaierait de comparer les succès et échecs factuels d'Erwin et d'Anzi, on tenterait de compter les opérations réussies et les bonnes idées de ces deux personnages, et celui qui en aurait le plus serait le meilleur. De base, l'idée est inefficace, pour la raison que, sur les 120 chapitres sortis actuellement, Erwin a été le major du bataillon d'exploration pendant 84 chapitres exactement, soit les 2/3 de la série. Évidemment qu'on aura plus de choses à comptabiliser de son côté. Et est-ce qu'Angie a été inactif pendant qu'Erwin était major? Loin de là. Est-ce qu'après la reprise de Shiganshina, Angie a eu autant d'occasions qu'Erwin d'agir en major? Ils ont connu 4 ans de paix, et sans aucun titan. Non, là je suis désolée, mais les mathématiques ne seront d'aucune aide. D'autant qu'à plusieurs reprises, la victoire n'est pas le fait d'une personne seulement, mais d'un travail de groupe. Dans l'arc du titan féminin, le plan d'Erwin qui consistait à attraper cet étrange déviant a été rendu possible par l'intervention d'Angie. Dans l'arc du cri, c'est grâce à Angie qu'Erwin localise l'endroit où aller secourir Eren. Dans l'arc du soulèvement, c'est encore mieux. C'est un effort combiné et réalisé sans aucune communication. Erwin et Angie sont synchrones. Tandis que lui complote avec Pixis et Zackley pour renverser le gouvernement, Angie évite les émeutes que craignait tant Pixis, en faisant éclater la vérité auprès de l'opinion publique. Si Erwin avait œuvré sans Angie et son action avec les journalistes, le coup d'État ne se serait pas fait sans rébellion et répression sanglante de la part des militaires. Si Angie avait révélé sans qu'Erwin puisse mettre le gouvernement hors d'état de nuire,
ça n'aurait pas eu l'effet escompté, puisque Rodriguez serait arrivé, aurait claqué des doigts, et personne ne serait souvenu de rien. Tandis qu'elle et les journalistes auraient peut-être couru un grave danger. Vous comprenez? Erwin est un major. Dans l'absolu, un major n'est qu'un officier militaire. Erwin n'a pas la force d'un Ackerman. Il ne peut pas se transformer en titan, mais ce qu'il a pour lui, ce sont ses lieutenants et ses soldats. C'est Levi et Mike qui vont cogner là où il leur dit de cogner. Ce sont ses troupes qui vont charger quand il dit de charger. Mais c'est aussi Enzi qui réfléchit là où il faut cogner, où il faut charger. Il n'y a aucune victoire d'Erwin qui aurait été possible s'il n'avait pas eu ses forces de frappe et son cerveau. D'ailleurs, il en a conscience puisqu'il confie lui-même les rênes du bataillon d'exploration à Enzi. Là, les fans d'Enzi se frottent les mains, se disent qu'Erwin ne peut rien sans Enzi, mais l'inverse est tout aussi vrai. Est-ce qu'Enzi a besoin d'Erwin pour réussir? Ah bah bien sûr que oui. Quand elle culpabilise à cause de la mort du révérend Nick et que Levi lui demande de se bouger pour l'encourager, il lui dit que la décision qu'elle prend, à savoir poursuivre les expériences de réédification des reines tout en enquêtant sur le gouvernement, correspond à ce qu'Erwin choisirait. Parce que Levi, bougon au grand cœur, qui connaît très bien ses amis, sait ce dont ils ont besoin. Et il sait que Angie manque terriblement de confiance en elle. Et qu'elle a besoin, ou qu'il a besoin, d'entendre qu'elle ou il suit les pas de son major et modèle. Quand elle se rend compte que les Reyes projettent de faire dévorer Eren, la première personne à qui elle va en référer est Erwin. Elle lui demande ses ordres parce qu'elle a confiance en lui et n'agirait pas sans lui. C'est là qu'Erwin lui parle de son instinct. Il lui donne quartier libre et dès lors qu'il manifeste sa confiance envers elle, Hansi enchaîne les bonnes décisions et les succès. Elle sauve Flegel, rallie les journalistes, retrouve Levi et son escouade et localise la cachette d'Eren du premier coup avec le rapport donné par Erwin. Enzi et Erwin sont plus efficaces que jamais quand ils travaillent ensemble. C'est pour ça que les comparer au nombre de réussites n'est pas du tout pertinent, étant donné que la victoire de l'un est énormément dépendue du rôle de l'autre. À la limite, les seuls exemples où on peut attribuer un succès à l'un sans parler de l'autre, ce sont d'une part la stratégie d'Erwin et d'autre part les inventions d'Hansi. Et c'est pas négligeable, loin de là. Erwin a repensé le déplacement du bataillon de sorte qu'on n'attaque pas les titans de front, mais qu'on les évite afin de progresser plus loin au cours des expéditions. C'est un progrès considérable par rapport à son prédécesseur, qui avait l'air de ne pas trop savoir ce qu'il faisait, et même en fait par rapport à tous ses prédécesseurs. On en connaît peu, certes, mais si on remonte aux origines du bataillon, c'est-à-dire au préquel Before the Fall, on se rend compte que l'objectif du bataillon était avant tout de se débarrasser des titans. Tout l'enjeu de Before the Fall, c'est la création de l'équipement tridimensionnel. Ce sont les tests pour voir si on peut tuer un titan avec ce nouveau dispositif, et c'est la revanche aussi de Kiklo sur les deux horreurs qui ont tué ses parents. Bref, c'est vraiment de supprimer du titan, dans l'espoir, peut-être, de les tuer un par un, et de parvenir au jour où il n'en restera plus un seul. Le déplacement à longue portée, tel qu'imaginé par Erwin, est une révolution dans le rôle du bataillon. Les inventions d'Hansi débloquent quant à elles les impasses du scénario. Dans l'arc du cri, le bataillon d'exploration est inefficace contre la cuirasse de Reiner, et n'a pour seule solution encore trouvée par Hansi, de trancher dans les jointures. Au cours de la confrontation suivante, Hansi se ramène avec la lance foudroyante, testée et approuvée par Levi, et Reiner ne comprend même pas ce qui lui arrive. Et on en parle un peu de la guillotine à titan. Déjà, l'objectif de Before the Fall était de tuer les titans. Et puis, au tout début du manga, Eren hurlait constamment à tue-tête « Oh, j'exterminerai tous les titans !» Ce qui nous avait convaincus, nous, pauvres lecteurs naïfs, que l'éradication des titans était l'objectif majeur de la série. On avait l'impression que la fin de la série coïnciderait avec la disparition des titans à l'extérieur des murs. Et ça, cet exploit attendu depuis 70 ans avant la chute du mur Maria, ce n'est pas Eren qui l'a réalisé, ou du moins pas tout seul, mais c'est Hansi qui l'a rendu possible, il faut le rappeler ça, parce qu'on a trop souvent tendance à oublier que c'est la guillotine à titan qui a libéré les Eldiens du mur. Finalement, Erwin et Hansi sont encore plus complémentaires et efficaces l'un avec l'autre quand on a établi tout ça. Alors bien sûr, faut pas les cantonner à des rôles hermétiques et dire Erwin égale stratégie et Hansi égale ingénierie. Hansi, elle a aussi son petit talent de stratège et Isayama le souligne discrètement. Par exemple, durant la reprise de Shiganshina, quand Armin vient prévenir Hansi et Mikasa que Levi protégera les chevaux, Hansi percute tout de suite la stratégie imaginée par Erwin. C'est un petit exemple, mais ce qu'on a expliqué dans notre vidéo sur Hansi, justement, c'est que l'écriture de ce personnage est essentiellement constituée de légers détails pourtant capitaux, puisque Hansi est quelqu'un qui a une estime de soi très fragile et qui préfère la discrétion. Après la comparaison des victoires à leur actif, nuançons la comparaison de leur état d'esprit. J'ai entendu un peu partout dire qu'Hansi est davantage dans la posture du Major qu'Erwin, car elle est entièrement dévouée à l'humanité, quand Erwin, lui, se battait finalement surtout suite à un traumatisme d'enfance. Et c'est à moitié seulement vrai. Vrai du côté d'Hansi. Hansi est sans doute le personnage le plus ingénument engagé pour autrui.
C'est quelque chose dont on a déjà parlé dans nos toutes premières vidéos. Vous savez, les vieilles nulles où le son est pourri, où j'avais pas fini le découpage de nos premiers chibis, et qui pourtant fait toujours plus de vues que nos meilleures vidéos. Dans l'intrigue en elle-même, on ne sait pas grand-chose sur la personne d'Annecy. D'où vient-elle? Qui sont ses parents? Quel type d'enfant était-elle? Comment et pourquoi est-elle entrée dans le bataillon? Bref, son histoire avant le bataillon reste très obscure. Je crois que l'une des seules précisions qu'on a sur son passé vient d'une interview d'Isayama, donc extérieure à l'œuvre originale, où il révèle qu'Annecy avait de grands problèmes de confiance en soi quand elle était petite. Et dans toutes nos vidéos, on emploie le féminin pour Annecy. Mais en fait, on ne sait même pas, puisque dans le manga, Isayama utilise un pronom neutre qui permet de laisser l'ambiguïté sur le genre. Annecy, c'est quelqu'un qui ne parle pas d'elle-même. Quand elle s'exprime, quand elle va parler de quelque chose qui lui tient à cœur, ce sera à propos de son entreprise d'études des titans. Et quand elle parle à Eren, elle explicite bien que ses études n'ont pour but, à terme, que de mieux aider le bataillon, de permettre la victoire de l'humanité. Annecy n'existe que par et pour le bataillon. Son dévouement est total et ne trouve sa source dans aucune backstory qui, finalement, fragiliserait cet engagement. Engagement qui correspond tout à fait à l'idéal du Major tel que nous et elle-même l'imaginons. Le Major, le guide à nouveau, c'est celui dont la seule fonction est de nous pousser en avant vers le plus grand bien. C'est celui qui est dénoué de tout intérêt propre, qui n'a à cœur que le bien-être d'autrui, à petite comme à grande échelle. Souvenez-vous de l'emportement d'Annecy quand elle apprend que Shardise n'était en réalité qu'un pauvre petit homme avec un énorme ego, qui envoyait ses hommes à la mort non pas pour lutter contre les titans, mais à la recherche d'une destinée extraordinaire, qui aurait fait baver ses supérieurs, qui aurait séduit Carla et qui l'aurait inscrit dans les mémoires de ses successeurs. Annecy ne le prend pas bien parce que Shardise, au même titre qu'Arwin, était son héros, était pour elle un exemple d'altruisme et de courage. Apprendre que Shardise, lui, était égoïste, c'est voir l'admiration innocente d'Annecy se briser. C'est la dégradation du héros de sa jeunesse. Pour le coup, Shardise était un vrai imposteur. Est-ce que c'est le cas pour Erwin? Là-dessus, on ne va pas trop développer parce qu'on y a déjà consacré 20 bonnes minutes dans notre vidéo sur Erwin. Alors, si vous voulez plus de détails, c'est par ici que ça se passe. On va résumer brièvement. Certes, Erwin a été choqué très tôt par la mort de son père, causée par une question innocente, une question de curiosité, qu'il a lui-même posée en cours. Dès lors, son seul objectif était de vérifier les théories de son père, c'est-à-dire de savoir si, oui ou non, il existe en dehors des murs d'autres humains qui auraient survécu à l'apparition des titans. C'est la raison pour laquelle il s'engage dans le bataillon, escalade peu à peu la hiérarchie, et parvient finalement au rôle de major, avec les responsabilités que cette fonction implique. Lui-même finalement l'avoue, il en vient presque à l'autoflagellation dans le chapitre 76. Mais, rappelons-nous aussi qu'au moment de perdre son bras, il a ordonné qu'on ne s'occupe pas de lui et qu'on sauve Eren. Qui pourrait en faire autant en se faisant mâchouiller le bras, si ce n'est quelqu'un de profondément investi par la victoire de l'humanité? D'ailleurs, quand il nomme Annecy pour lui succéder, c'est parce qu'il conçoit le bataillon à plus grande échelle que sa propre existence. C'est parce qu'il faut que la lutte de l'humanité continue, perdure, qu'il soit présent ou non. Et lorsqu'il fonce sur le titan bestial et qu'il se condamne à mort, est-ce qu'on peut encore parler d'égoïsme? Qui en aurait été capable de ça? Shardise? Erwin, on ne saura jamais exactement où il se situe entre l'objectif personnel et le dévouement à l'humanité. Je pense que c'est une opinion qui dépendra largement de notre sentiment premier envers ce personnage. Si on a tout de suite accroché en le rencontrant, alors on préférera penser qu'il est le héros qu'Annecy a vu en lui. Si on a plutôt été rebuté dans l'arc du titan féminin par son extrémisme, on sera sans doute plus mitigé, voire suspicieux. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas comparer le dévouement réel d'Annecy, qui, en disciple de l'Erwin idéalisé, a adopté l'état d'esprit du guide, avec le dévouement d'Erwin, dont on ne sera jamais réellement sûr en réalité. Dire qu'Erwin est tout l'un ou tout l'autre, en réalité, c'est n'avoir pas compris tout l'intérêt du personnage. Quoi, vous n'êtes pas d'accord sur Erwin? Allez regarder notre vidéo qui lui est consacrée, vous saurez comment nous contre-argumenter dans ce cas. Alors je vous vois venir avec vos fourches et vos torches. Quand on dit qu'Erwin et Angie s'aiment, je pense qu'il faut le préciser, ça n'a rien du tout de romantique. Il n'y a pas de romantisme dans l'attaque des titans. Aucun couple n'est canon, zéro, il n'y a pas de tension sexuelle. Arrêtez de fantasmer. Ou alors si ça devient canon, c'est pour accentuer le pathétique. Ou bien ce n'est pas un amour réciproque, ou bien ça veut dire que l'un des amants va y passer d'une manière ou d'une autre. Eh ben oui, au lieu de dire partout mon chip il est canon, pas le tien, eh ben les fanatiques devraient croiser les doigts pour que jamais ça ne soit le cas. On se rend pas compte à quel point Erwin et Annecy sont sur la même longueur d'onde.
pour la bonne et simple raison qu'ils ne forment pas un seul duo mais un trio avec Levi. Or, on est bien d'accord pour dire que quand Levi apparaît, il occupe le devant de la scène. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Isayama l'a blessé pendant l'arc du titan féminin, pour laisser plus de place à d'autres personnages. Ce qui fait que dans le trio des vétérans, on repère très facilement les liens très forts qui lient Levi à Erwin et Levi à Enzi, mais un peu moins ceux qui existent entre Erwin et Enzi. C'est un peu comme de dire que Mikasa ne vit que pour Eren alors qu'elle a littéralement failli égorger Levi pour sauver Armin, parce que Eren est le protagoniste et que jusque-là, la relation entre Armin et Mikasa n'existait que dans l'ombre du personnage principal. Erwin et Enzi sont beaucoup plus proches l'un de l'autre qu'on pourrait le penser, et ce, dans les différents sens du terme. Alors, pourquoi Erwin et Enzi sont-ils autant raccords? Dans une série qui comprend plusieurs arcs, il n'est pas rare de repérer une structure similaire entre chaque. La structure de One Piece. Arrivée sur l'île, exploration de l'île, succession de gags, rencontre de nouveaux personnages, découverte du méchant qui contrôle et opprime la population, bagarre, chute du méchant, libération de l'île, départ. La structure de détective Conan. Arrivée dans un nouveau cadre limité, présentation des protagonistes de l'enquête, fusil de Tchekhov, crime, enquête, dernier indice trouvé par hasard mais décisif, résolution, conclusion comique ou tragique. La taille des titans présente également sa structure récurrente. Comment fonctionnent les arcs d'Isayama? D'abord, la situation initiale, dans laquelle on présente les enjeux des événements à venir. Vient ensuite un premier élément perturbateur, qui va précipiter les choses. Les personnages réagissent à cet élément perturbateur, tentent d'organiser une résistance ou une contre-attaque. Mais c'est sans compter sur un élément de surprise, qui, contrairement au premier élément perturbateur, est totalement imprévisible. Ébranlés par ce coup de théâtre, les personnages sont obligés de recourir à une solution désespérée et finissent, ou pas, par l'emporter sur le fil du rasoir, au prix de sacrifices assez conséquents. En résumé, dans un arc de SNK, il existe deux éléments perturbateurs. Le premier, les personnages en avaient tout à fait conscience, et même l'attendaient. Mais c'était une menace encore imprécise, dont ils ignoraient beaucoup. Et justement, le deuxième élément perturbateur est souvent un élément beaucoup plus précis, beaucoup plus technique et donc imprévisible, comme la capacité d'Anu à contrôler les autres titans, la possibilité que Bertolt et Reiner communiquent sous leur forme de titan, la possibilité qu'Eren soit dévoré par les Wraiths, ou le fait que Reiner puisse survivre à l'explosion du titan colossal. C'est quelque chose qu'ils ne pouvaient pas éviter, pour la simple et bonne raison qu'ils ne l'imaginaient même pas. C'est leur ignorance qui leur joue des tours. Et c'est ça la première partie de l'attaque des titans. Ce sont des personnages brinque-ballés dans tous les sens par un monde qui s'amuse constamment à les poignarder dans le dos, à les attaquer par les angles morts. Face à ça, une seule solution, l'apprentissage et la connaissance. Vous remarquerez que Enzi et Erwin sont deux personnages qui entretiennent une relation particulière avec le savoir. Le père d'Erwin était professeur d'histoire, ce qui signifie qu'Erwin a été élevé dans la curiosité et la soif de découverte. La question posée à son père est une question innocente de la part d'un enfant alerte et désireux d'apprendre. Or, la curiosité, c'est également l'un des traits de caractère principaux d'Enzi. Même si on ne connaît pas son passé, lorsque White Studio la représente enfant, c'est avec une petite grenouille et un livre, c'est un enfant émerveillé de ce dont le monde regorge. La seule chose qu'on connaît de son passé, c'est qu'un jour, quand elle shootait dans une tête de titan qu'elle venait de tuer, elle a été surprise par son poids. C'est-à-dire que spontanément, elle a remarqué l'anomalie et de là, elle a décidé de se consacrer à des recherches qui à terme doivent permettre au bataillon de mieux connaître les titans. Dans une autre interview, Isayama a déclaré que sans les titans, Enzi aurait aimé être botaniste, donc on a à nouveau cet aspect de curiosité. Enfin, mais ça, je sais pas si ça vient vraiment d'Isayama ou si ça a été inventé par les fans, mais il semblerait que quand elle était petite, Enzi s'est déjà attiré des ennuis avec les brigades spéciales parce qu'elle tentait de creuser sous le mur. Je sais pas si c'est canon, mais en tout cas c'est raccord. De fait, on remarque que Kerwin et Hansi, ainsi qu'Armin, apprennent des erreurs du bataillon et que c'est bénéfique. La manière de contrer le dispositif antipersonnel ou l'invention de la lance foudroyante sont des réponses à des situations où les personnages se sont retrouvés déboussolés. À chaque fois, la victoire revient au camp qui apprend le mieux, qui en sait le plus, et Hansi et Erwin en ont parfaitement conscience. Dans l'OAV, le carnet d'Ils Langner, on a l'impression que c'est Hansi qui inculque ce code à Erwin, mais dans le manga, j'ai l'impression que c'est plus nuancé. Indépendamment l'un de l'autre, ils ont tous les deux compris l'importance de connaître l'ennemi pour l'affronter plus efficacement, et c'est en cela qu'ils se correspondent le plus, dans leur curiosité, dans leur soif de découverte. Ce n'est pas l'un qui a convaincu l'autre, ils ont davantage retrouvé en l'autre la même conviction. Erwin touche et rend fier Hansi lorsqu'il lui parle de la manière de faire du bataillon, dans le chapitre 72, et Hansi a la confiance d'Erwin puisqu'elle doit lui succéder. Dans le chapitre 108, il y a deux écoles. Certains diront qu'Hansi cite ce qu'Erwin avait lui-même déclaré dans le chapitre 72 et qu'elle se pose donc en digne héritière de son prédécesseur.
D'autres diront que la citation d'Erwin correspond juste à la petite bulle de conclusion et que l'hymne à la découverte, c'est quelque chose qu'Hansi avait déjà défendu lors de sa présentation quand elle expose ses expériences à Eren. Nous, à défaut du texte original, et comme on a un petit esprit de contradiction, on va former une troisième école et dire que ce n'est pas un rapport d'apprentissage mais de concordance. Si Hansi rappelle Erwin par ses paroles, c'est parce qu'ils ont toujours été sur la même longueur d'onde sur ce sujet. Ils ont tous les deux compris individuellement l'importance de la curiosité, et c'est ensuite ce qui les a rapprochés. La première partie de Shingeki est un hymne à la découverte, et présente ce message fort qui pousse à la curiosité, à la connaissance, qui montre à quel point l'ignorance peut être fatale, et à quel point le savoir rend puissant. Si ça ne vous suffit pas, rappelez-vous la bataille de Shinganshina, lorsqu'Armin raisonne comme Erwin et pressent la cachette de Reiner dans le mur. Lui aussi a compris que c'est leur ignorance qui les handicape. Et Jean, qu'est-ce qu'il dit quand Hansi s'apprête à tuer Reiner? Qu'il ne faut pas fuir ce qu'on ne connaît pas, mais s'efforcer d'en résoudre les mystères. Il reprend presque mot pour mot la devise d'Hansi. En fait, il joue sur la corde sensible, ce petit malin. Or, ces deux passages sont importants dans le processus de maturité d'Armin et Jean, qui deviennent peu à peu adultes et commencent à raisonner comme les vétérans. Pour ces deux jeunes soldats, comme pour les deux officiers, la maturité est représentée par la soif de connaissance. Erwin et Hansi en sont deux exemples illustres, et c'est l'une des raisons pour laquelle Erwin a choisi Hansi avant Levi pour lui succéder. C'est la raison pour laquelle Hansi était le meilleur choix possible d'Erwin, parce qu'elle poursuivra fidèlement son œuvre quoi qu'il arrive. Poursuivre précisément son œuvre. C'était sans compter Isayama qui, depuis la reprise du mur Maria, semble prendre un malin plaisir à détruire les valeurs suracquises pendant la première partie du manga. Vous avez certainement remarqué que la révélation de la cave marque une rupture dans la série, rupture qui nous retourne peu à peu le cerveau. Nos personnages principaux ne sont plus les victimes des titans mais des monstres en puissance que craint le reste du monde. Nous passons tout à coup de l'autre côté de la mer où les personnages principaux ne sont plus ceux que nous connaissons depuis le début, mais une petite troupe encore jeune et plein d'avenir. Ou pas. Eren, le garçon qu'on a vu mûrir et gagner en sagesse et maturité, n'est plus le protagoniste mais ressemble à l'antagoniste. Cette inversion des valeurs concerne également grandement Erwin et le rôle du Major en général, et ce sur deux points. Premièrement, et c'est quelque chose qu'on détaille davantage dans notre vidéo consacrée au Major, non mais sérieux, allez les regarder, Erwin représentait dans la première partie du manga la figure du guide, celui qui, par la force de sa détermination et par l'aura charismatique qu'il émet, va faire adhérer celles et ceux qui les croisent et va enclencher un mouvement de rébellion contre un ordre oppressif. C'était ça Erwin, et tous les choix moralement discutables qu'il a faits, les personnages et les lecteurs les comprenaient comme des choix imposés par le caractère impitoyable de la situation. Mais tout à coup, après l'ellipse de 4 ans, nous découvrons un Eren beaucoup plus dur et violent que celui que nous connaissions, qui attaque une ville par surprise sans y être forcé par une hiérarchie oppressive, à l'inverse de Reiner et compagnie, qui cause des centaines de morts, parmi lesquels les Eldiens qu'il voulait protéger, qui s'en prend à ses anciens amis et les frappe là où ils sont le plus vulnérables, et qui rallie des fanatiques et fait se soulever des foules mues par la colère. Eren est devenu le nouveau guide, et illustre à quel point cette faculté des hommes à suivre aveuglément un individu seul est dangereuse. Tout ce que représentait autrefois Erwin, Eren en montre les conséquences néfastes. Bon, alors Erwin, s'il avait survécu, aurait été trop intelligent pour tomber dans les conneries extrémistes de Frock et compagnie. Bon, attention, j'ai pas dit que c'était une question d'intelligence, j'ai pas dit qu'Eren était con, j'ai rien dit, parce que pour l'instant on peut rien dire, vous ramassez ces cailloux maintenant. Mais dire que rien de tout cela ne se serait passé si Erwin avait survécu est faux, précisément pour le deuxième point qu'on aborde maintenant. Non seulement Eren a perverti ce qu'Erwin représentait, mais Dick a quant à lui perverti ce en quoi Erwin et Hansi croyaient. La deuxième inversion, le deuxième retournement de valeur, concerne ce qui justement liait les deux officiers, la foi dans la connaissance. Nous l'avons dit, Erwin et Hansi savaient que leur plus grande faiblesse venait de leur ignorance, et que, par conséquent, l'exploration et l'apprentissage étaient leur arme la plus efficace. Après avoir découvert qu'ils n'étaient pas les derniers représentants de la race humaine, mais qu'au contraire, au-delà de la mer, elle continuait de prospérer, comment voulez-vous que deux personnes qui ont toujours été naturellement curieuses n'aient pas envie d'en savoir plus sur cette civilisation inconnue? Vous pensez qu'Erwin, dès qu'il aurait appris ça, aurait uniquement pensé à organiser les défenses de l'île?
il se serait montré aussi curieux qu'Hansi, aurait voulu apprendre à la fois par curiosité et par pragmatisme. Et donc, tout ce qu'a fait Hansi pendant ces 4 ans, c'est-à-dire tisser des liens avec un petit groupe de marques, se montrer prudente sans en devenir méfiante, faire preuve d'intelligence et d'ouverture, ne pas les condamner sans apprendre à les connaître, mais ne pas les laisser déambuler sous prétexte qu'ils seront plus gentils ensuite, tout ça, ça répond de la mesure et de la curiosité d'Erwin. Tout ça, il l'aurait fait également. Et que ce soit Hansi ou Erwin, ça aurait pu marcher s'il n'y avait pas eu une personne. Sic a été très malin en empoisonnant le vin, parce que le vin allait vite devenir un symbole de la rencontre entre Mar et Eldien. Dans le chapitre 108, on voit les hauts gradés se mettre une cuite de vin des Mar. On voit Jean qui, lorsqu'Enzi émet l'hypothèse de partir sur le territoire Mar, envisage déjà de goûter leur vin. On comprend que Niccolo a présenté le vin Mar comme une spécialité à laquelle il faut absolument goûter. Le vin était le support de la paix qui devait s'installer. Et par exemple, quand vous faites un voyage à l'étranger, que vous voulez vous immerger dans une nouvelle culture, ça passe notamment par ses spécialités gastronomiques. Vous n'allez pas en Inde avec votre boîte de steak congelé. Aussi prudents qu'ils aient pu l'être, les habitants de l'île devaient tôt ou tard goûter ce vin. Par curiosité. Parce que s'ils ne l'avaient pas fait, le dialogue allait être impossible. Ça aurait été se renfermer sur eux-mêmes comme des andouilles. D'autant plus que le dialogue était la seule solution pour éviter une guerre perdue d'avance, alors qu'ils sont seuls contre un monde en avance de 100 ans sur leur technologie. Le vin, on ne pouvait pas l'interdire, parce que, déjà sous quel prétexte? Personne ne savait qu'il était empoisonné. Et ensuite, parce qu'interdire le vin sans savoir qu'il était empoisonné, ça aurait été l'interdire par peur de l'inconnu, par paranoïa. Est-ce qu'Erwin a déjà montré une seule fois de la peur face à l'inconnu? Le vin était empoisonné le premier jour et c'était le piège parfait, parce qu'Erwin et Enzi sont des personnes qui vont spontanément vers le nouveau, l'inédit. Le vin empoisonné, c'est une boîte de Pandore, c'est piéger la seule arme véritablement efficace du bataillon d'exploration. Après avoir perverti la figure du guide en faisant des reines un antagoniste, Isayama, en empoisonnant le vin, détruit également ce que les officiers du bataillon tenaient pour valeur absolue pendant la première moitié du manga, apprendre ses pouvoirs. La dernière base, le dernier héritage d'Erwin sur lequel Hansi tenait bon, a volé en éclats au moment où le vin a débarqué sur l'île. C'est ce qui nous fait penser que la série post-Shinganshina présente une progressive déconstruction de la figure d'Erwin. Erwin avait quelque chose en lui d'absolu, de total. C'est ce qui faisait de lui un monstre héroïque ou un héros monstrueux. Or, tout ce qu'il y a d'absolu dans cette deuxième partie du manga est soit présenté sous un jour mauvais, soit anéanti. Parce qu'à présent, toutes ces bases stables sur lesquelles on pouvait s'appuyer se sont effondrées. Et le monde de l'attaque des titans est essentiellement caractérisé par son aspect chaotique. Il n'y a plus de gentils contre méchants, il n'y a plus d'Eldien contre Mar, il n'y a plus de frontières nulle part, on ne sait pas où sont les intentions des reines, on n'arrive pas à voir ce qui pourrait se passer à l'avenir. Il n'y a plus de cohérence ni de logique. Et c'est sans doute notamment pour ça qu'Erwin est mort un chapitre avant l'ouverture de la cave de Grisha. Parce qu'il n'appartenait pas au monde qui s'apprêtait à sortir de cette cave. Pourquoi Enzi a-t-elle autant de difficultés finalement ? Tout ce qu'elle fait, Erwin l'aurait fait également. Peut-être justement son erreur et celle de Levi aussi est-elle de trop se rattacher aux souvenirs de son prédécesseur, de son ami et modèle dans un monde qui n'a plus de place pour ce type de figure. Enzi est intelligente, elle sait qu'elle ne peut pas sympathiser avec les Mar comme elle le faisait avec Sonny et Bean. Elle sait aussi que l'île doit s'ouvrir au monde pour survivre. Elle a tout fait comme Erwin l'aurait fait. Si ça n'a pas marché, c'est parce que finalement l'homme est beaucoup plus vicieux et imprévisible que n'importe quel autre ennemi, et qu'il est impossible d'avoir une prise totale sur la machine humaine. Alors, peut-être que si Isayama a éloigné Levi et Hansi de la bataille finale, pour l'instant, on ne sait pas du tout s'ils vont revenir sur le devant de la scène ou non, je verrais bien l'avion du chapitre 109 jouer un rôle dans leur retour. C'était parce que eux aussi, en tant que vétérans et héritiers d'Erwin, n'avaient plus trop leur place dans ce qui se joue en ce moment. Peut-être que l'enjeu de leur personnage à présent est de s'adapter à ce nouveau monde et de laisser les leçons d'Erwin, de passer à autre chose. Ce qui voudrait dire, par exemple pour Hansi, de s'imposer davantage elle-même et de se faire confiance sans passer par le souvenir d'Erwin. Et pour Levi, de trouver un autre sens à sa vie que la vengeance. Peut-être aussi, et ce serait la meilleure perspective, qu'ils parviendront à concilier tous ces changements avec ce qu'Erwin leur a appris, c'est-à-dire qu'Hansi se détache de son prédécesseur sans le renier, et que Levi parvient à faire honneur à la mémoire des morts de Shinganshina, et de la forêt géante, faut pas les oublier ceux-là, sans pour autant tuer Zeke, qui semble lui avoir échappé pour de bon à présent. Enfin, troisième hypothèse, et la pire, peut-être qu'ils seront incapables de se détacher d'Erwin et de l'époque antérieure à la reprise du mur Maria, et peut-être qu'ils disparaîtront à leur tour et rejoindront le rang des héros d'un autre temps. Voilà, petit mot de la fin, on espère avoir bien établi que l'antagonisme Hansi versus Erwin était complètement dénué de sens, et que ces deux personnages sont très proches aussi bien du point de vue de l'affect que de la conviction. On remercie au passage les 1500 abonnés qui sont 1500 personnes dotées d'une grande patience,
vu notre rythme de publication. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager et surtout à commenter, c'est ce qui est le plus important avec deux personnages aussi intéressants. Vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook L'Attaque des Titans France. Vous trouverez également en description les liens des pages de l'Atelier Rennes et de notre page de traduction de fanfic. Pas très active, mais les recrutements sont ouverts. Enfin, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord, où on rigole bien et où tout est fait pour éviter les spoils. Allez, des gros bisous sur vos joujouflus.